Quatrième joueur du jour, on peut aller sur Jamal Murray si tu veux bien. Donc Jamal Murray, on va faire le petit topo ensemble. 31 minutes par match pour Jamal Murray, 59 matchs cette saison, 101 de true shooting plus, donc plus 1% d'efficacité relatif à la moyenne, sur un volume de 28%, donc plutôt un bon volume pour le coup. Je crois que c'est même son meilleur en carrière, son plus gros volume d'utilisation en carrière. Et voilà, pour te lancer, on est sur une saison classique de Jamal Murray, si ce n'est que cette fois on n'a pas eu cette fois on a eu le même joueur en playoff qu'en saison régulière en fait. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. C'est Jamal Murray. Il fait une saison de Jamal Murray, quoi. C'est-à-dire que son usage c'est le plus élevé, mais si on prend celui de Basketball Reference, il passe de 26 à 24 ou 25. Vraiment, c'est un joueur. Il a fait une saison de Jamal Murray. Donc en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est juste qu'on en avait parlé dans le DH1 2023 où j'étais déjà très réticent. Où il y avait Jamal Murray en disant Jamal Murray était présent dans le DH20 où on se disait la valeur du shotmaking. Bah oui, mais quand la valeur du shotmaking elle est pas là en playoff, on est obligé de juger sur ce qu'on a vu de Jamal Murray cette année, quoi. Quand bien même, si on prend l'efficacité sur la saison régulière, que ce soit sur catch and shoot ou sur pull-up, on en avait parlé, je crois, quand on avait fait les 10 stats de la saison sur OKC, il est très haut classé. Et c'est ça qui est un peu embêtant avec le profil de Jamal Murray, c'est que c'est un joueur qui va tellement peu au cercle et qui provoque tellement peu de lancers que même en étant très haut classé à l'EFG, donc l'EFG c'est le pourcentage au tir, mais avec le 3 points rehaussé pour donner un résultat un peu plus correct, quand bien même il est efficace dans ce domaine-là, il a tellement peu au cercle, il provoque tellement peu de lancers qu'il est à peine dans la moyenne au niveau de l'efficacité globale. Donc pour moi on est vraiment sur un peu le paradoxe Jamal Murray, où c'était déjà le cas dans la saison, sur la saison où il se blesse gravement en sortie de bulle, on pensait voir un step qu'on n'a pas vu. Et là, c'est pareil, en sortie de titre, on s'est dit peut-être que ça va être, entre guillemets, le déclic et peut-être qu'on va avoir un Jamal Murray à ce niveau et à ce taux d'usage en saison régulière. Et en fait, il fait du Jamal Murray classique. Donc, j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans qu'on se répète, entre guillemets, sur le profil de Jamal Murray, qu'en fait, les seules variables, c'est son niveau en playoff. Ouais, après, on peut dire qu'il était pas, je crois qu'il était pas à 100% non plus en playoff. Il y avait des petites blessures ou quoi, mais en tout cas, modulo ça, on est quand même sur un joueur qui, effectivement, cette année, on n'a pas eu le coup de chaud en playoff. Et c'est peut-être la différence. Voilà, ça fait aussi partie de son profil, le shotmaker, littéralement. Et tu vois, t'as dit un peu le verre à moitié vide, en tout cas la formulation dans un sens, je peux le dire dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a affaire cette année à un des pires drivers de NBA sur des joueurs à gros volume. J'avais noté 52e sur 57 parmi les joueurs à plus de 10 drives par match en efficacité en fin de drive, donc layup plus lancer franc provoqué, la productivité générale, 52 sur 57, donc tout en bas du classement. Et tu te dis, et pourtant l'efficacité générale, elle est au niveau moyen de NBA, donc elle est pas cata, elle est au niveau moyen de NBA, mais pourquoi ? Parce qu'il y a shotmaking cette année. Il a vraiment un shotmaking, une réussite au shooting pur qui est cette année très bonne pour le coup, et donc ça compte, puisque nous on évalue un peu la performance 2024, on n'évalue pas forcément le profil intrinsèque, mais au niveau des longs tirs à 2 points, il est à 48% sur les longs tirs à 2 points. Pour vous dire un peu l'échelle, grosso modo, 40% déjà on commence à être content. Et quand on approche les 50, c'est la zone un peu Kevin Durant aux Warriors, ou des trucs comme ça. J'exagère un peu, mais 50% c'est énormissime sur les longs tirs à 2 points. Et puis 43% aussi sur les 3 points. Donc, tu vois, je reformule dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à quelqu'un qui n'a pas été bon du tout sur drive, mais chez qui le shotmaking, même s'il est irrégulier, il peut être irrégulier, il l'a été, mine de rien, l'a un peu rattrapé au global sur la saison, parce que il a mis les tirs, il a mis les jump shots. Donc ça ne dit pas grand chose de plus, si ce n'est ça, ce côté, cette année les tirs sont rentrés, parce qu'en fait on est toujours sur le même régime de tir, comme tu l'as dit, on a toujours à peu près le même joueur, c'est-à-dire on a eu les playoffs 2020 et 2023 où il était hyper en feu, et ce côté mettre des tirs difficiles, c'est cool, et surtout en playoff, on l'a bien vu, mais c'est vrai que au bout d'un moment, comme dit Bill Simmons, au bout d'un moment, tu es qui tu es, quoi. Et je pense que là, il a 27 ans. Je pense que grosso modo, on a ça en fait. On a un mec qui sera pas caté en efficacité, sera juste au niveau moyen de NBA, sans jamais trop de surplus, parce qu'il n'y a pas cet impact sur drive non plus, pas forcément. Et après, il y a d'autres trucs aussi, c'est que malgré tout, il fait quand même partie de l'identité de cette équipe de Denver, le fameux jeu à 2. Tu vois, je pense qu'on peut pas faire un plug and play facile avec d'autres joueurs et attendre le même résultat aussi facilement. Il y a tout un jeu, toute une alchimie, et voilà, ça combine quand même très bien, et tout ça est un peu à la base de l'attaque de Denver, clairement. Donc ce jeu off-ball, cette capacité à être polyvalent, que n'ont pas tous les porteurs de balles. Donc il y a tout ça, mais ce qu'on a vu aussi, notamment en playoff, c'est que
les limites un peu de création pure sont un peu plus ressorties quand il n'y a pas Jokic sur le terrain et qu'il doit un peu mener la seconde unité. Là, on voit que effectivement, on n'a pas affaire forcément à un chapeau 1 en termes de création, on est plutôt chapeau 2 ou 3, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Ce qui est intéressant avec les playoffs de Jamal Murray, c'est que Denver, et t'en avais très bien parlé quand t'avais fait les débriefs de la série face aux Wolves, Denver, et même face aux Lakers, Denver s'est beaucoup reposé sur le jeu à deux entre Jamal Murray et Nikola Jokic, qui était, on regarde en saison régulière, le two-man game entre Jokic et Jamal Murray, c'était vraiment l'une des actions les plus rémunératrices de toutes les actions, de toutes les équipes NBA. Et là, Minnesota parvenait à freiner un petit peu ce jeu à deux, aussi parce que Jamal Murray, comme on l'a dit, en termes de shot-making, il a été bon sans être excellent. J'ai retrouvé la stat que je citais tout à l'heure, mais si on prend donc l'EFG sur les joueurs, les 68 joueurs qui ont tenté le plus de pull-ups cette saison, il est 9e, derrière CJ McCollum, derrière Mike Conley, derrière Jalen Williams, donc il est très haut classé, et malgré ça, il est à peine dans l'efficacité à peine dans la moyenne NBA au niveau de l'efficacité, alors qu'il joue aussi avec le meilleur créateur, le meilleur playmaker de toute la ligue, qui est Nikola Jokic. Donc oui, c'est un profil peut-être plus plug and play que d'autres profils, ce qui peut faire sa valeur, mais c'est un joueur qui, comme il est plus plug and play, on va dire que sur de la création pure, sur de la création individuelle, comme tu l'as dit, il est pas chapeau 1. Et ce qui est intéressant à noter sur ces playoffs, où il est globalement pas mal passé à travers, c'est que sa perte d'efficacité sur les playoffs par rapport à la saison régulière, c'est pas tant sur l'efficacité du pull-up, parce que si on prend l'efficacité sur pull-up, l'EFG en playoff, il est à 45.4. Par contre, sur catch and shoot, il est à 39.3. Il est à 26,8% d'efficacité sur les catch and shoot à 3 points en playoff. Alors, effectivement, échantillon beaucoup plus réduit, donc forcément, pas forcément, je me répète, mais du coup, moins représentatif, on va dire, de son niveau réel. Sauf que voilà, c'est malheureusement une des raisons, entre guillemets, du fait que Denver est passé d'une équipe qui était championne à une équipe qui se retrouve éliminée en demi-finale de conférence, même si voilà, il y a le facteur fatigue, il y a le facteur blessure, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais la baisse de niveau de Jamal Murray d'une campagne de playoff à l'autre a fortement influencé, on va dire, le résultat final de Denver. Bon, après, plein d'autres meneurs auraient aussi galéré face à une seconde unité défensive des Wolves, où ils faisaient exprès justement de sortir pour la seconde unité McDaniels, Edwards et des mecs comme ça, de les garder sur le terrain pour que les minutes coïncident avec ça, quoi. Parce que si t'arrivais à couper la tête de la seconde unité, donc Jamal Murray, c'était fait, quoi. Donc d'autres auraient galéré aussi, hein, on est d'accord. Bien sûr. Mais voilà, c'est aussi juste pour dire que on n'est peut-être pas sur un chapeau 1 de porteur de balle, quoi. Et voilà, c'est le profil assez atypique de Murray, où d'un côté on peut insister sur l'aspect de en création pure il est moins bon, et de l'autre côté il faut aussi rappeler que il y a ce shot making, mais il y a aussi ce côté polyvalent que n'ont pas tous les porteurs de balle. Et voilà, je pense pas que ce soit, il y a un peu le truc de ouais, mais tu joues à côté de Jokic, c'est plus facile, mais pour un porteur de balle, tu vois, c'est pas n'importe qui pourrait aussi bien combiner de suite avec un Jokic. Je pense que t'as des mecs un peu plus au profil plus rigide, qu'on pas, même en termes d'expérience, d'alchimie avec lui, mais ok, mais même sur cet aspect de savoir jouer sans ballon, accepter de jouer sans ballon, etc. Tout le monde ne pourrait pas le faire. Donc voilà, c'est un peu le portrait de Jamal Murray. Et là, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais qui, je pense qu'on est un peu sur la lancée de l'an dernier. C'est-à-dire, on est quand même sur un Jamal Murray qui, même pas que l'an dernier, en carrière, c'est quand même pas mal amélioré en défense on-ball notamment. Il est assez solide. On s'attend pas à ce qu'il ait forcément un impact qui transcende un peu sa position pour faire la protection de panier ou autre, hein. Ce n'est pas Kyle Lowry, mais il est quand même assez solide en défense on-ball relativement, je trouve quand même. Ouais, Kyle Lowry qui sera bien évidemment deuxième de la syllabe. C'est un épisode que tu feras tout seul, juste pour classer Kyle Lowry derrière Jokic. Non, tu dis ça, mais tu sais qu'il avait été booté en dehors du top 100 l'an dernier, au final. Donc il n'y avait pas été, malgré mes faveurs et mon amour pour lui. Malgré le plaidoyer en faveur de Kyle Lowry. Ouais. Non, mais défensivement, je suis d'accord. Après, ce sera intéressant aussi de voir que, potentiellement, sans trop se projeter, mais sur la saison prochaine, avec le départ justement de KCP, voir qui sera associé à côté de lui et de voir si potentiellement il pourra avoir plus de responsabilités entre guillemets défensives que ce qu'il a eu sur toutes ces années, hein, globalement, depuis l'arrivée de KCP, donc ça fait 2 saisons et demie. Donc voilà, c'est intéressant. Après, c'est un défenseur, tu vois, c'est pas du tout un défenseur pénalisant comme peut l'être un Tyus Jones. C'est un défenseur honnête à son poste. Après, comme tu l'as dit, au niveau du rendement offensif, pour moi, il est un peu dans cet entre-deux un peu paradoxal de je suis meilleur qu'un joueur plug and play, mais en termes de création pure, je suis pas chapeau 1, je suis chapeau 2. Donc, ça fait un entre-deux un peu bizarre qui le rend
difficiles à classer. C'est-à-dire que t'as des soirs où ce chapeau 2 de création individuelle va passer chapeau 1 et ça donne les playoffs 2023 et ça donne la bulle. Là où on est sur un joueur, un attaquant d'élite, en tout cas un attaquant à très bon niveau. Et sur les soirs où c'est moins bon, ça ne devient qu'un joueur plug and play. Et du coup, ça peut impacter négativement ce que peut faire Den. Et donc, classement, où est-ce qu'on le projette alors? Moi, je le mettrais au-dessus de Desmond Bain. Entre DeMar DeRozan et Desmond Bain, du coup. Ouais, donc on est collés, hein. On a Jamal Murray et Bain qui sont collés finalement. Quel sens t'avais, toi? T'avais plutôt Bain à la base devant Murray? Je garde Murray devant. Mais je t'avoue que là, en discutant, encore une fois, je suis peut-être un petit peu biaisé parce que j'aime beaucoup Desmond Bain et j'aime beaucoup moins Jamal Murray, mais tu vois, en discuter, je trouve que la création qu'a pu avoir Desmond Bain cette saison, non, je garde Jamal Murray devant parce qu'il y a le shot making. Non, mais je te dis ça parce que au final, tu vois, ça me va s'ils sont collés. Parce que si on hésite depuis chacun, tous les deux depuis le début sur l'un ou l'autre, c'est bien qu'ils finissent collés dans le classement, quoi. Ouais. on est bonne zone. Ouais, par rapport à DeRozan, je sais pas. Non, quand même, non. Là encore, quand même. Je garde DeRozan devant. Bah, tu vois, bel exemple. DeRozan, je pense que DeRozan est quand même meilleur en création pure que Jamal Murray cette saison. Mais DeRozan, tu le mets à côté de Jokic, je suis pas sûr qu'il ait les mêmes résultats de suite. Hein, et je suis pas sûr que tu aies la même synergie sur le jeu à 2. Et donc, vu que ce jeu à 2 est à la base de l'attaque, voilà, il y a aussi cette valeur, mais c'est vrai qu'on peut garder DeRozan devant et sa meilleure création. Ok, mettons, faisons ça, un tir groupé alors à ce niveau-là. Ça me va très bien. Et donc, on finit avec un petit quiz. Là encore, bon. C'est pas qu'il n'y a pas d'action marquante, mais c'est que elles étaient pas fun, tu vois. Si je te faisais le buzzer beater contre Anthony Davis, il y a que les titulaires sur le terrain, on les connaît, quoi. C'est LeBron James, Anthony Davis, Hachimura, bref. Donc j'ai pris un random layup contre Charlotte. Voilà, nous sommes le 24 janvier. 24 janvier 2024, random layup contre les Hornets. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce layup totalement oubliable? Il y a Nikola Jokic. Oui, tout à fait. Michael Porter Jr. Non, ce n'est pas lui. Du coup, on va faire les titulaires. Aaron Gordon. Ouais. KCP. Oui. Christian Brown. Exactement, tout à fait. Donc, tu as les 5 à Denver. Alors, du côté de Charlotte... Et là, on s'amuse. Du côté de Charlotte, il y a Brandon Miller. Miller est sur le terrain, oui, tout à fait. Il n'y a pas Mark Williams. Il n'y a pas Mark Williams, il y a Nick Richards. Tout à fait, le Jamaïcain Nick Richards est sur le terrain. Que moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi j'aime bien. On est en janvier, donc il doit y avoir encore PJ Washington. Non? Exactement, on est en janvier, le 24 janvier, et il y a PJ Washington en effet. Tout à fait, il y a aussi quelqu'un qui était de Nevada, je crois. Un jumeau facile. Cody Martin. Cody Martin, tout à fait, et pas Caleb, mais Cody. Et puis le dernier est un joueur drafté en 2023, je crois. Donc c'était un rookie à l'époque. C'était un rookie 2023. Nick Smith Jr., celui qui vient d'Arkansas. Exactement. Nick Smith Jr., tout à fait, ouais, 27e choix de la draft 2023, ouais. Donc voilà. Bon, tu vois, t'es quand même bien arrivé, même t'es tellement fort en quiz que même si je te fais des actions random, t'arrives à trouver qui est sur le terrain. Donc, donc c'est Charlotte, la date aide bien, hein, parce que si tu m'as juste dit face à Charlotte, je t'aurais dit la Melo Ball, Mark Williams, j'aurais pris un peu le Gordon Hayward.